Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultrasanté ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette capsule où nous discuterons aujourd'hui avec M. Jean-François Plouffe, chargé de dossier de communication à Action Autonomie, des conditions d'hospitalisation et d'hébergement en psychiatrie qui ont eu lieu durant la pandémie. Bonjour, M. Plouffe, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. On ne peut parler, M. Plouffe, des conditions d'hospitalisation sans aborder les contraintes imposées par la pandémie, n'est-ce pas? Oui, en effet. La pandémie, elle a amené, par rapport à la question des droits, elle a amené des situations nouvelles avec lesquelles on n'est pas habitué, on n'était pas habitué de composer. Notamment un principe oublié qui veut qu'à certains moments, il soit socialement acceptable de suspendre certains droits individuels pour le bien de la collectivité. Donc, on a eu un état d'urgence sanitaire avec des directives qui entravaient la liberté de tout le monde et qui a apporté à beaucoup de gens des problèmes. On a trouvé ça dans bien des cas difficiles à appliquer et on a trouvé ça très, très, très contraignant. Puis, il y a des gens qui ont vraiment eu des grosses difficultés avec ça. Et ça a duré un certain temps et avec le temps, ça s'est amoindri. Et il y avait des directives donc précises qui disaient, par exemple, il faut porter un masque en public, il faut respecter une distance entre les personnes, il faut restreindre le plus possible nos sorties à l'extérieur, il faut faire du télétravail, etc. Tout ça était des nouvelles contraintes que les gens ont acceptées parce qu'on avait le sentiment que c'était pour aider à la collectivité à passer au travers de cet état d'urgence-là. Le problème qu'on a eu dans les milieux d'hospitalisation et d'hébergement, notamment en santé mentale, c'est que là aussi, il y avait des directives, mais que ces directives-là, non seulement on les a observées, non seulement on n'a pas tenté de les aménager pour que ça soit plus supportable, mais on est allé beaucoup plus loin que ce qui était demandé par la direction de la santé publique, et ce, dès le début de la pandémie. Notamment, dès le départ de la pandémie, il y a eu des directives assez précises par rapport aux personnes hospitalisées ou hébergées. On disait que pour les personnes vulnérables, notamment, il était préférable de restreindre les sorties, que les sorties non essentielles, je parle du tout début de la pandémie, que les sorties non essentielles étaient à éviter. Et par contre, tout du long, à partir du du déclenchement de l'état d'urgence à la mi-mars, les victimes et les sorties qui étaient nécessaires, pas les visites et les sorties qui étaient nécessaires à des fins humanitaires ou pour obtenir des soins étaient permises, les visites jugées essentielles pour assurer les réparations et l'entretien requis et les marches extérieures supervisées étaient autorisées. Et ça, c'était pour les personnes dites vulnérables de 70 ans et plus. Pour les autres usagers, ce qui représente la majorité des personnes hébergées ou hospitalisées en santé mentale, c'était des sorties qui sont nécessaires à des fins humanitaires ou pour obtenir des soins, ou les marches extérieures, et en fait, les marches extérieures, supervisées ou non, selon la condition ou la problématique de l'usager. Donc, il n'a jamais été question, dans l'esprit de la santé publique, d'enfermer les gens. Ça n'existait pas comme ça n'était pas prévu comme ça. Et les hôpitaux, malheureusement, ont très rapidement compris ça. Je dirais que ça vient un peu des angoisses personnelles qu'ont vécues certains gestionnaires d'hôpitaux, qui ont fait en sorte qu'ils sont très rapidement allés beaucoup plus loin que ce que la santé publique demandait. C'est comme ça que dans des hôpitaux psychiatriques, entre autres, dans les unités psychiatriques des hôpitaux, les gens ont été complètement empêchés de sortir de l'hôpital pendant pas des jours,
pas des semaines, mais des mois dans plusieurs cas. Oh mon Dieu! Ah oui, et il ne pouvait recevoir aucune espèce de visite pour aucune espèce de considération pendant des semaines et des semaines. Et il y avait des gens dans ça qui, quand on parle de rétablissement, d'aller mieux, puis de cheminer vers une sorte de guérison du problème, ben, ça impliquait la présence d'un proche, notamment la présence de leur mère, la présence d'un ami et tout ça. Oui. Et cet ami-là, tout d'un coup, n'était plus admis dans l'hôpital. Très rapidement, pour les visites dans les hôpitaux, on a dit, au départ, on disait que c'est pour les personnes en fin de vie uniquement. Par la suite, on a dit, il y a pour des raisons humanitaires, on peut faire des visites. Et assez rapidement, il y a eu des visites qui se sont faites. Bien sûr, les gens avaient tout le matériel là, de protection, les blouses, les visières, les masques, tout ce qu'on voudra. D'accord, mais ça se faisait en santé physique et dans les CHSLD et dans les hôpitaux avec des personnes vulnérables. Mais ça a pris des mois et des mois et des mois à se faire dans les unités psychiatriques. On ne le faisait tout simplement pas, aucune, jamais. Et nous, on a reçu des tas d'appels, autant de parents que de personnes concernées, qui disaient je veux voir mon proche, je ne l'ai pas vu depuis des semaines et des mois. Et on appelait les hôpitaux et on nous disait non, il n'y a aucune façon de le faire. Les comités d'usagers dans les hôpitaux n'avaient plus accès aux personnes qu'ils devaient représenter et dont ils ont la responsabilité de protéger les droits. Donc, tout ça a fait en sorte là, que les gens ont été complètement isolés et privés de toute espèce de contact avec l'extérieur pendant des mois et des mois. Ce n'est qu'au début mai, finalement, qu'on a commencé, au début mai 2020 toujours, on a commencé à déconfiner un petit peu. Un des exemples qu'on a eu, c'était 20 minutes 3 fois par semaine que les gens pouvaient aller à l'extérieur. 20 minutes 3 fois par semaine, c'est à peu près 6 fois moins qu'en prison. En prison, les personnes qui sont incarcérées, ils peuvent sortir 1 heure par jour. Là, ils pouvaient sortir 1 heure par semaine, en tout et partout. Et ça impliquait les déplacements de la chambre à l'extérieur et le retour. Fait qu'au brut, là, au net, là, il restait 10 minutes à l'extérieur, pas plus que ça. Et ils étaient très, très, très étroitement surveillés. Donc, nous, ça nous a fait dire que les établissements de santé, ils ont mis de côté complètement pas complètement, mais en grande partie leur responsabilité de favoriser ce qu'ils appellent eux-mêmes le rétablissement des personnes, les aider à aller mieux. Pourquoi ils sont hospitalisés? Pour qu'ils aillent mieux. Là, tout d'un coup, on a cessé de les hospitaliser, on a cessé de les héberger. On leur a dit, pour éviter que le virus entre dans l'établissement, on va te garder littéralement prisonnier dans l'établissement pendant une durée de temps indéterminée. Ça n'a pas empêché la maladie d'entrer dans les hôpitaux, bien entendu. Qui est-ce qui l'amenait, la maladie? C'était les employés. Les employés, eux autres, vivaient leur vie, avaient leurs enfants, etc., attrapaient la maladie, s'en rendaient pas tout le temps compte, la transmettaient, etc. Et il y a des personnes qui ont été atteintes sans même avoir mis le nez dehors pendant des semaines de temps. Donc, il y avait quelque chose de vraiment vexatoire de notre point de vue pour les personnes hospitalisées. Et d'autant plus, je dirais qu'il y a des unités en psychiatrie qui servent précisément à permettre aux personnes qui ont eu des gros problèmes dans les mois et les années précédentes de regagner ce qu'on appelle les compétences sociales. C'est-à-dire l'idée de pouvoir aller se promener sur la rue correctement, aller travailler, faire du bénévolat, aller dans un centre de jour, toutes ces choses-là qui peuvent se faire graduellement et qui servent justement à ramener la personne vers la normalité sociale. Bien, toutes ces activités-là ont été suspendues, puis les gens sont restés tout aussi enfermés qu'ils l'étaient avant. Donc, leur état mental, on peut penser que loin de s'améliorer, il s'est dégradé pendant ce temps-là, et ça dans l'indifférence générale.
Et à un moment donné, par exemple, c'est public parce que ça a paru, il y a eu un article dans Le Devoir qui a paru là-dessus. À Ouais. l'IUSM, à l'Institut universitaire en santé mentale, à un moment donné, à mesure que la pandémie avançait, on a décidé de laisser sortir des gens de ces unités-là vers l'extérieur, mais seulement certains d'entre eux. Et le critère qu'on a retenu n'était pas du tout centré sur leurs besoins de contacts sociaux ou sur leur capacité, leur potentiel de rétablissement lié à leur sortie. Ce qu'on a décidé, c'est que ceux qui avaient un travail rémunéré, ils pouvaient sortir pour y aller, puis ceux qui faisaient du bénévolat, ils n'en faisaient pas. Ce qui est une décision qui est le contraire d'une approche thérapeutique normale, et c'est une décision simplement d'épidémiologistes. Donc, les gens qui ont pris ces décisions-là n'étaient pas du tout, ne connaissaient pas ça. C'était des gens qui sont supposés travailler en santé mentale. Donc, il y a eu d'immenses problèmes de ce côté-là, puis il n'y a pas eu moins de problèmes non plus dans les ressources d'hébergement. Dans les ressources d'hébergement, dans les premiers temps de la pandémie, il y a des gens qui vivaient une vie assez normale, finalement, vaquaient à leurs propres occupations, revenaient à des intervalles réguliers pour leur repas et tout ça. Il y avait une routine de vie qui s'approchait beaucoup de la normalité. Et à un moment donné, les gestionnaires de ces établissements-là leur ont dit, là, vous ne sortez plus. Et si vous sortez, vous ne rentrez plus dans la ressource. Et ça, encore une fois, jamais la santé publique n'a demandé qu'on fasse ça. La santé publique, elle disait très clairement, là, on peut laisser sortir les gens selon le degré d'autonomie qu'ils ont en temps normal. Donc, s'ils ont besoin d'être accompagnés, on les accompagne. S'ils n'ont pas besoin, on les accompagne pas. Et tout ça vient d'une espèce d'idée préconçue à l'effet que les personnes porteuses de diagnostic en santé mentale vont nécessairement aller se mettre en danger si on les laisse sortir. Or, c'est le contraire, la réalité. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui hésitent beaucoup à sortir de chez eux, même si la situation est beaucoup plus sous contrôle. Il y a encore des gens qui hésitent de sortir de chez eux parce qu'ils ont peur de contracter la maladie. Donc, l'anxiété généralisée dans la société autour de l'idée d'attraper la COVID, ben, c'était encore plus présent la plupart du temps chez les personnes porteuses de diagnostic. Et on le savait de notre point de vue dans les établissements, mais malgré ça, et là, on revient un peu à l'espèce de culture ambiante qui veut que les personnes qui sont porteuses de diagnostic sont des personnes qui sont imprévisibles, vaguement dangereuses, un peu ignorantes, pas très intelligentes, tout ça. Tous ces stéréotypes-là, ces préjugés-là, ont été comme exacerbés pendant la pandémie. On fait en sorte qu'on a dit non, si on vous donne le minimum de liberté, ben vous allez attraper la maladie. Alors que ce n'est pas les personnes qui l'attrapaient. Oui. Jean-François, qu'est-ce qu'on entend par les vexations systémiques de la psychiatrie? Bien, c'est ça. C'est qu'il y a des idées qui datent du siècle dernier, de la première moitié du 20e siècle, à l'époque où, justement, on n'avait pas de médicaments, à l'époque où on avait des critères moraux et sociaux beaucoup plus restreints qu'aujourd'hui, et dans lesquels les personnes porteuses de problèmes de santé mentale, mettons, avaient de la difficulté à s'intégrer. Et on disait, bon, ben, comme ils ont des comportements qui sont scandaleux, mettons, par rapport aux normes sociales du début du 20e siècle, ben, on va les enfermer parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et donc, on va les enfermer puis les mettre en retrait de la société. On a fait ça pendant 150 ans, peut-être, là, au Québec. Et finalement, est arrivée la désinstitutionnalisation, puis toutes les démarches qui ont suivi la sortie du livre « Les fous crient au secours » et tout ça, qui a fait en sorte qu'on a commencé à changer notre vision de ça. Mais les préjugés qui prévalaient à cette époque-là, eux, se sont transmis. Et on continue encore aujourd'hui à trouver, à penser, inconsciemment, on ne le dira pas ouvertement, mais on agit comme si
tout le monde était toujours potentiellement dangereux, imprévisibles, qu'ils n'ont pas le sens des responsabilités, qu'il faut les forcer à faire des choses pour leur bien, sinon ils ne le font pas, etc. Donc, c'est cette culture-là qui a été, je dirais, exacerbée pendant la pandémie et qu'on essaie de combattre. Entre autres, je parlais récemment du plan d'action en santé mentale et de la primauté de la personne. Bien, l'idée, c'est justement de combattre ces idées préconçues-là. Mais avec la pandémie, on les a comme remises à l'ordre du jour et on a senti comme une espèce de légitimité à les remettre en vigueur. Et de notre point de vue, ça a beaucoup fait reculer la notion qu'on voulait mettre de l'avant de primauté de la personne. Jean-François, je pense que la route est longue. Hein? Oui. Ce n'est pas évident pour cette clientèle-là. Écoute, vraiment intéressant comme capsule. Capsule partie 1, parce que je sais que tu as préparé une partie 2. Voilà. On va en discuter justement de cette partie 2. Alors, merci encore, Jean-François. Et bon, c'est le temps de dire au revoir à nos auditeurs. Et oui, chers auditeurs, voilà qui termine la première partie du sujet. Un sujet fort intéressant comme toujours. Je vous donne rendez-vous à une prochaine où nous discuterons plus en profondeur des conditions d'hospitalisation avec Jean-François. D'ici là, portez-vous bien, comme je le dis toujours, mais prenez soin de vous et on se revoit pour une partie 2. Merci et à bientôt. À bientôt. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.